Bonjour à ceux qui se connectent. On va laisser un petit 2 minutes le temps que les gens arrivent et on pourra démarrer donc notre webinaire sur les marchés de l'Indonésie, sur le marché de l'Indonésie. Donc, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier événement de la rentrée du programme COREX. Donc le programme COREX, en quelques mots, c'est un programme de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui vise à outiller, inspirer, connecter les entreprises québécoises qui s'intéressent à l'international, soit qui y sont présentes ou qui projettent de développer leurs affaires hors Québec. Donc, aujourd'hui, on est dans le cadre de la série des rencontres virtuelles 360 Corex, dans lequel tout au long de l'année, on va vous présenter certains marchés un peu moins connus, un peu moins exploités par les entreprises québécoises, donc pour vous encourager ou vous sensibiliser sur d'autres marchés autres que les États-Unis qui vous permettraient donc de diversifier vos marchés d'exportation. Particulièrement, on va s'intéresser à la région Indo-Pacifique et là, je tiens évidemment à saluer et remercier notre partenaire Affaires mondiales Canada qui va nous épauler tout au long de l'année là, pour vous présenter certains marchés. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à l'Indonésie, donc un marché immense, plein de potentiel. On parle de la quatrième, le quatrième pays en termes d'habitants avec 280 millions, une croissance impressionnante de 5% par année. Ça fait déjà partie des 10 principaux pays en Asie dans lequel le Québec est présent, avec un petit peu moins de 900 millions d'échanges commerciaux. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que le Danemark et l'Irlande, évidemment des plus petits pays, mais en Europe qui sont des marchés plus communs pour nos entreprises. Donc aujourd'hui, le programme est assez simple. On va vous parler, grâce à notre intervenant Francis Despatis, délégué commercial basé en Indonésie, on va vous parler des opportunités de ce marché, mais on va aussi vous parler des défis, ce qu'il faut savoir pour réussir. On a également la chance d'avoir Rami Faour, vice-président développement des affaires chez Progesys. Là, vous allez avoir un témoignage d'une entreprise qui est présente sur ce marché, qui réussit sur ce marché. Donc, ça va être extrêmement intéressant à l'écouter, puis voir comment lui, avec Projet 6, réussit sur ce marché. Mais avant de leur laisser la parole, je voudrais remercier les chambres de commerce qui ont participé qui ont participé à la promotion de cet événement. Donc, on a la chambre de Cherbourg, Est de Portneuf, Saguenay-le-Fjord, Laval, Saint-Hyacinthe, Bois-Franc-Érable, Val-d'Or et Nouvelle-Beauce. Je tiens aussi également à remercier à nouveau notre partenaire pour cette édition spéciale Indo-Pacifique Affaires mondiales Canada et évidemment les partenaires traditionnels du programme COREX, donc la Banque Scotia et Exportation et Développement Canada. Ces trois partenaires sont des partenaires essentiels si vous voulez aller à l'international. N'hésitez pas à rentrer en contact avec eux. Après chaque portion, on aura une petite période de questions. Donc, je vous invite soit à poser vos questions dans le chat, soit à lever la main et on vous donnera la parole. Et on vous partagera donc les liens et les contacts pour suivre un peu ce qui a été dit aujourd'hui, puis contacter le bureau régional d'affaires mondiales à Montréal si vous souhaitez aller plus loin. Et je laisse la parole à Michel Lamarre, donc directeur adjoint du bureau régional au Québec. C'est à toi, Michel. Merci Florent. D'abord, bienvenue à tous les participants. Merci beaucoup à toutes les chambres de commerce qui ont diffusé et fait de la promotion de cette série de webinaires. Un merci tout spécial évidemment à la FCCQ avec qui on a le plaisir de collaborer pour cette série de webinaires. Donc, il y aura 4 webinaires au cours des prochains 6 à 7 mois. Ça s'inscrit dans notre promotion stratégie Indo-Pacifique. Donc, très heureux de pouvoir diffuser les opportunités de marché au cours des prochains mois en collaboration avec la FCCQ.
Mon nom, comme a mentionné Florent, est Michel Lamarche. Je suis directeur adjoint au bureau régional du Québec et du Nunavut du service des délégués commerciaux. Pour ceux qui ne connaissent pas le service des délégués commerciaux ou qui le connaissent, vous saurez que nous sommes un vaste réseau qui relève l'Affaires mondiales Canada. Nous avons une présence domestique, donc ici au Canada et à l'étranger dans plus de 160 villes. À partir du Canada, nous travaillons vraiment avec les entreprises au niveau de l'accompagnement d'une perspective sectorielle et on les amène vers nos collègues qui sont en poste, donc dans le cas présent avec mon collègue Francis. Donc, ça nous fait plaisir de travailler dans un continuum de services, d'accompagnement et vous introduire à nos collègues en fonction des intérêts que vous avez pour les marchés et les opportunités qui se présentent à vous. Donc, sans plus tarder, on pourra discuter plus précisément du service qu'offre le réseau domestique. Mais puisque le marché à l'honneur est l'Indonésie, je passe la parole à mon collègue Francis Despatie qui va nous présenter les opportunités sur ce marché aujourd'hui. Merci. Merci Michel, merci Florent pour l'introduction. Laissez-moi juste un moment le temps de partager mon écran. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Est-ce que tout fonctionne bien? Oui, c'est bon. OK, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et puis merci à la Fédération des chambres de commerce du Québec d'organiser cette série de webinaires sur l'Asie-Pacifique. C'est un plaisir de briser la glace puis de vous parler aujourd'hui des opportunités commerciales pour les entreprises québécoises en Indonésie. Comme j'ai déjà été introduit par Florent et Michel, mon nom est Francis Despatie. Je suis délégué commercial à l'ambassade du Canada en Indonésie et au Timor-Leste. Donc, je suis basé à Jakarta. Je suis responsable de l'équipe qui couvre les technologies propres et l'infrastructure. Puis, on inclut là-dedans tout ce qui est lié à la transition énergétique. Donc, avant d'aller directement dans les opportunités commerciales, j'aimerais vous donner un petit aperçu de l'Indonésie, puisque souvent on s'aperçoit qu'il y a une méconnaissance de la géopolitique et de la géoéconomie de l'Indonésie. Donc, l'Indonésie, c'est un archipel d'environ 17 000 îles qui s'étend entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. C'est bordé par l'Australie au sud et le continent asiatique au nord. Pour vous donner une perspective de l'immensité du territoire, d'est en ouest, l'Indonésie fait pratiquement la même taille que le Canada. Donc, on parle d'environ 5 000 km pour l'Indonésie, tandis que le Canada, d'est en ouest, est 5 500 km. La population d'environ 275 millions d'habitants est répartie sur 38 provinces, mais près de la moitié de la population réside sur l'île de Java, qui est l'île la plus populeuse de l'archipel et l'île où est-ce qu'est la capitale, Jakarta. Au niveau politique, l'Indonésie, c'est la troisième plus grande démocratie qui a un système présidentiel. C'est un système multiparti avec un président élu pour des mandats de 5 ans, puis un maximum de 2 mandats. Il y a eu des élections générales tout récemment au mois de février et l'ancien ministre de la Défense a été élu au premier tour avec 100 des intentions de vote. 60 des intentions de vote, désolé. Sur le plan économique, comme Florent le mentionnait, c'est la plus grande économie de la NAS, donc l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, et l'Indonésie occupe présentement le 16e rang mondial. C'est une économie mixte qui est dominée par le secteur de l'agriculture, l'industrie manufacturière, les services et l'exploitation minière. L'Indonésie, un peu comme le Canada, c'est un pays qui est très riche en ressources naturelles. C'est un pays qui est un grand producteur d'huile de palme, de charbon, de caoutchouc et d'autres produits de base liés à ces ressources naturelles. Dans les dernières années, l'Indonésie fait beaucoup d'efforts pour diversifier son économie puis réduire sa dépendance aux ressources et notamment améliorer ses infrastructures. Donc, le gouvernement a lancé des initiatives pour attirer des investissements étrangers, renforcer la numérisation et promouvoir le développement durable. Donc, vous avez sûrement entendu dans les nouvelles, il y a des plans de transférer la capitale de Jakarta à Nusantara, qui se trouve dans le Kalimantan oriental, qui est sur l'île de Bornéo, la grande île au milieu de l'archipel. Puis ce plan-là, ça fait partie d'une stratégie plus large qui vise à résoudre les problèmes de surpopulation et d'environnement dans la région de Jakarta. Et ça vise aussi à stimuler la croissance économique dans d'autres régions du pays.
Malgré tout, il reste beaucoup de défis dans le pays qui sont liés à l'inégalité des revenus, à la corruption et au développement des infrastructures. Ensuite, pourquoi s'intéresser à l'Indonésie? Donc, l'Indonésie, comme je viens de le mentionner, c'est la plus grande économie de la région. Puis, depuis le début du siècle, dans le début des années 2000, connaît une croissance de PIB d'environ 5 par an. Puis, on anticipe que ça devrait continuer à croître d'environ 5 par année dans les prochaines années. D'ailleurs, le prochain gouvernement s'est engagé à atteindre une croissance économique de 8 donc il devrait avoir des investissements massifs du gouvernement pour stimuler la croissance économique, notamment dans des régions moins développées du pays. Les analystes anticipent que l'Indonésie devrait devenir la 7e économie mondiale d'ici 2035 et la 4e d'ici 2045. L'Indonésie bénéficie aussi d'une main-d'œuvre abondante et relativement jeune. C'est le 4e pays le plus peuplé au monde. Il y a une classe moyenne présentement d'environ 52 millions de personnes. Puis on s'attend à ce que cette classe moyenne atteigne 160 millions, plus de 160 millions de personnes dans les prochaines années. La population est aussi très jeune. La moitié des Indonésiens ont moins de 30 ans. L'Indonésie est une économie numérique qui est en plein essor. Ça a été catalysé par la pandémie de COVID-19, mais maintenant, c'est possible de faire pratiquement tout sur son téléphone. Il y a d'ailleurs une haute pénétration de la téléphonie mobile. Dans le pays, presque tout le monde a un cellulaire. Il y a aussi un nombre croissant de startups qui atteint le statut de licorne. dont quelques compagnies, je ne sais pas, sont peut-être méconnues en Amérique du Nord, mais par exemple le groupe GoTo qui regroupe Gojek, qui est un transport un groupe similaire à Uber, et Tokopedia, qui est l'équivalent indonésien d'Amazon, contribue à environ 2 du PIB du pays. On parle aussi d'un groupe comme Traveloka, qui est du commerce, une application de voyage en ligne similaire à Expedia, qui est le plus gros en Asie du Sud-Est. Également, dans les dernières années, le gouvernement indonésien s'est concentré à faire beaucoup de réformes sur l'investissement et sur le commerce pour attirer des investisseurs étrangers. Donc, il y a vraiment un engagement à améliorer la facilité de faire des affaires dans le pays. Il y a aussi eu une vague de libéralisation de plusieurs secteurs pour faciliter l'investissement étranger. Le Canada est en train de négocier un accord bilatéral, un accord de partenariat économique global avec l'Indonésie, donc un accord de libre-échange, l'équivalent d'un accord de libre-échange, et aussi un accord avec l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, donc la NAS, ce qui devrait augmenter l'accès au marché pour les entreprises québécoises et canadiennes. Mais maintenant, les défis du marché. Donc, il y a encore des réglementations restrictives, l'incertitude juridique et réglementaire, du nationalisme économique, du protectionnisme, qui font en sorte que le climat commercial est relativement complexe. D'ailleurs, la Banque mondiale, dans son classement sur la facilité de faire les affaires, accorde un pointage de 73 à l'Indonésie sur une échelle de 190. Ce n'est pas si mal sur la grande échelle, mais si on compare à d'autres économies de la région, on constate que c'est plutôt difficile de faire des affaires ici. Donc, on parle d'un score de 2 pour Singapour, de 12 pour la Malaisie, de 21 pour la Thaïlande. L'Indonésie s'apparente plus au score du Vietnam avec un score de 70 ou des Philippines qui a un score de 90. Il y a encore beaucoup de complexité bureaucratique dans le pays. C'est souvent associé à l'inefficacité de la bureaucratie. Il manque généralement de transparence dans l'établissement et la mise en œuvre de règlements et de lois. L'économie est encore dominée, la plupart des secteurs est dominée par des entreprises d'État qui ont des exigences en matière de contenu local. Donc, ils doivent s'approvisionner à des compagnies indonésiennes, ce qui complique l'accès au marché pour des compagnies étrangères. Et la protection de la propriété intellectuelle reste un grand enjeu ici. Finalement, la culture qui est axée sur les relations rend ça complexe, particulièrement pour les compagnies nord-américaines qui ne portent pas souvent attention à cette facette-là. Ça prend généralement beaucoup de temps avant de pouvoir s'établir dans le pays et avoir du succès. Il y a aussi, je voulais aussi vous dresser un rapide portrait du paysage concurrentiel dans le pays. Dans le fond, il y a plusieurs acteurs régionaux comme l'Australie, la Chine, le Japon, Corée du Sud, qui voient aussi beaucoup d'opportunités en Asie du Sud-Est, mais particulièrement en Indonésie.
et ils ont un avantage puisqu'ils sont actifs dans la région depuis plus longtemps que nous. Ils ont aussi des avantages parce que la plupart des pays ont des accords commerciaux avec l'Indonésie. Donc, on parle d'Australie, de la Corée et l'Union européenne qui ont des accords de libre-échange ou d'autres types d'accords commerciaux qui facilitent l'accès au marché. L'Australie, le Japon, Corée, d'autres pays ont aussi des accords avec la NAS. Comme je vous ai mentionné plus tôt, le Canada est en train de négocier bilatéralement avec l'Indonésie et aussi avec la NAS. Donc, on devrait être capable de niveler le terrain en matière d'accès au marché sur le plan des accords commerciaux. L'Indonésie est aussi un marché qui est très sensible au prix, ce qui donne généralement un avantage aux entreprises chinoises. Donc, les Indonésiens cherchent généralement des produits et des services abordables. Quand ils cherchent des produits ou des technologies un peu plus haut de gamme, ils vont avoir tendance à se tourner vers des compagnies japonaises et coréennes. C'est associé surtout au fait que ces deux pays-là ont des liens diplomatiques très forts et des programmes d'aide au développement économique plus élaborés que ce que le Canada a à offrir. L'Australie est souvent considérée comme le concurrent direct du Canada, mais ils ont une image beaucoup plus forte dans le pays. C'est probablement dû à la proximité géographique. Pour l'Australie, l'Indonésie est dans leur cours arrière, donc ça fait plusieurs années et ils ont beaucoup plus de présence sur le marché. Voici un aperçu du commerce bilatéral entre le Canada et l'Indonésie. Donc, en 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays s'élevaient à un peu plus de 5 milliards de dollars. Le Canada exporte surtout des produits agricoles vers l'Indonésie, tandis que le Canada importe de l'Indonésie de la machinerie, des vêtements et des produits de caoutchouc. En 2002, il y avait environ 700 entreprises canadiennes qui exportaient en Indonésie, tandis qu'environ 850 entreprises canadiennes importaient d'Indonésie. L'Indonésie, c'est aussi la deuxième destination d'investissement pour le Canada en Asie du Sud-Est, tout juste après Singapour. Donc, voici le logo de quelques entreprises canadiennes qui sont présentes en Indonésie. Il n'y a pas un grand nombre de compagnies qui sont présentes dans le marché, mais il y a quand même une bonne diversification des secteurs. Donc, on parle de secteur financier, de l'aérospatial, des ressources naturelles, de l'éducation. Donc, on aimerait voir cette diapositive-là avoir plus de logos là, dans les années à venir. Ici, c'est les secteurs sur lesquels que notre équipe des services délégués commerciaux à l'ambassade du Canada à Jakarta priorise. Donc, notre équipe travaille sur l'agriculture et aliments transformés, l'aérospatiale, défense et sécurité, exploitation minière, les technologies propres, l'infrastructure, le transport, les technologies de l'information et communication et l'éducation. Je vais seulement couvrir 3 de ces secteurs-là dans la présentation plus en détail, mais ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous avez des questions sur les autres secteurs après ma présentation. Donc, pour ce qui est de l'agroalimentaire et les produits de la mer, l'Indonésie est identifiée par Agriculture et Agroalimentaire Canada comme un marché émergent prioritaire. Donc, l'Indonésie, c'est le plus grand marché d'exportation de produits agroalimentaires et produits de la mer du Canada dans la région d'Asie du Sud-Est. Les exportations canadiennes ont connu une croissance constante, notamment en raison de la croissance démographique en Indonésie et l'augmentation du niveau de vie. Donc, il y a une population, une classe moyenne grandissante qui ont plus de moyens, qui cherchent à avoir des produits plus diversifiés et des produits plus haut de gamme. Donc, ils se tournent vers les produits occidentaux, dont le Canada. Ceci étant dit, de manière générale, l'Indonésie, c'est un marché qui est sensible au prix, puis il y a beaucoup de compétition internationale et nos principaux compétiteurs, c'est les États-Unis, l'Australie et le Brésil. On voit des opportunités, notamment pour les produits transformés, les aliments transformés. Donc, on parle de collations santé, céréales, sirop d'érable, produits dérivés de canneberge et autres petits fruits. Pour les canneberges et les petits fruits, c'est que l'Indonésie ne produit pas ce type d'aliments. Puis, puisque l'Australie, qui pourrait être le fournisseur privilégié une saison inversée au Canada, ça donne beaucoup d'opportunités pour nous de vendre ces types de produits ici.
Il y a aussi des opportunités pour les viandes bovines et porcines. Donc, ça peut paraître bizarre qu'on dise qu'il y a des opportunités pour la viande porcine, mais malgré le fait qu'environ 85% de la population de l'Indonésie est de confession musulmane, il reste environ 36 millions d'habitants, qui est l'équivalent presque du Canada, qui ne s'associe pas ou qui ne s'identifie pas comme étant musulmane, donc qui consomment potentiellement du porc. Puis, présentement, la production domestique est insuffisante pour répondre à la demande locale. Donc, ça crée beaucoup d'opportunités pour les exportateurs. Il y a aussi beaucoup de demandes pour des céréales et oléagineux, comme le blé, l'avoine, le soya, pour la production locale de produits transformés comme le tempeh et le tofu. Finalement, on voit des opportunités pour les produits de la mer. C'est surtout lié à la demande grandissante pour des produits haut de gamme. Donc, les produits de la mer canadiens ont une bonne notoriété dans la région. Puis, les gens aiment manger des produits canadiens ou de pays scandinaves, etc. Il y a aussi, malgré tout, particulièrement dans le secteur de l'agriculture, beaucoup de défis liés à la réglementation. Donc, à partir d'octobre 2024, l'Indonésie va exiger la certification et l'étiquetage halal pour tous les aliments transformés et les boissons. Heureusement, il y a 2 certificateurs halal canadiens qui ont été reconnus par l'Indonésie en mars 2024, dont l'Autorité des certifications halal de Montréal, qui va être capable de certifier les exportations québécoises des produits destinés à l'Indonésie. Il y a aussi beaucoup de mesures commerciales protectionnistes en Indonésie qui visent à favoriser la souveraineté alimentaire du pays. Donc, c'est très difficile pour les exportateurs étrangers de vendre dans le marché ici. Puis finalement, la capacité d'exportation agricole du Canada est souvent méconnue par les Indonésiens. Donc, il y a un bon travail à faire pour améliorer l'image de marque du Canada, puis qu'on devienne une ressource pour l'Indonésie. Pour ce qui est de l'aérospatiale, de la défense et de sécurité, ben, puisque c'est un archipel, il y a beaucoup de demandes pour tout ce qui est aviation. L'Indonésie, c'est le 2e marché de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde, après la Chine. Les avions, c'est le moyen de transport le plus fiable ici. Les distances sont quand même longues, donc le bateau est une option, mais il y a vraiment un grand développement là, de la flotte d'avions et beaucoup de compagnies aériennes domestiques. Donc, le marché de la réparation, la maintenance et la révision, qui est aussi appelé MRO en anglais, connaît une croissance d'environ 9 par année depuis 2021 et on anticipe que ça va continuer dans les prochaines années. Près de 70% des compagnies aériennes nationales font appel à des entreprises étrangères pour les MRO, ce qui a poussé le gouvernement dans les dernières années à offrir des incitatifs fiscaux pour le développement de MRO domestiques. Donc, ça donne des opportunités pour le Canada de s'associer avec des compagnies locales pour le développement de réparation, maintenance et révision d'appareils en Indonésie. Il y a aussi beaucoup de besoins pour la location d'appareils avec et sans équipage pour des missions spéciales comme la lutte contre les incendies de forêt, la livraison de marchandises dans des zones reculées et pour le tourisme. C'est surtout pour des avions légers à double moteur qui peuvent décoller et atterrir sur des petites pistes. Pour ce qui est de la défense, l'Indonésie a quand même un budget de 8 milliards de dollars US par année, ce qui n'est pas beaucoup comparé au Canada, mais ce qui est quand même important dans la région. On anticipe aussi une croissance du budget militaire d'au moins 1,5 par année jusqu'en 2029. Il y a plusieurs analystes qui pensent que le budget de la Défense va augmenter plus rapidement que ça, puisque le prochain président est l'ancien ministre de la Défense et va porter une attention particulière à la modernisation des forces armées. L'Indonésie dépend beaucoup des importations pour répondre à ses besoins en matière de défense, puis ils produisent seulement une partie de leur équipement localement. Donc, on voit des opportunités pour la surveillance et la reconnaissance, les systèmes de communication et pour les véhicules.
Le dernier secteur que je voulais couvrir, c'est celui des technologies propres. Euh, donc, toutes les énergies renouvelables ou toutes les technologies qui vont permettre de soutenir la transition énergétique vont avoir des opportunités dans le marché. Donc, l'Indonésie est présentement très dépendante aux énergies fossiles. Près de 60 de la production d'électricité provient de centrales au charbon. Mais malgré tout, l'Indonésie s'est fixé l'objectif de la neutralité carbone d'ici 2060. Donc, il va avoir un besoin de rapidement inclure des énergies propres et renouvelables pour la production d'électricité. Donc, ce qui donne des opportunités pour les entreprises québécoises qui ont des solutions en production, transmission, distribution et stockage d'énergie. Puis l'Indonésie regarde particulièrement à l'énergie solaire, énergie éolienne, hydroélectricité, géothermale et le nucléaire. Un autre secteur important pour notre équipe en Indonésie, c'est la gestion des eaux et des eaux usées. Donc, le gouvernement de l'Indonésie porte beaucoup d'attention aux ressources, à la ressource qui est l'eau, qui est considérée comme une ressource stratégique pour le pays. Ceci étant dit, l'accès à l'eau potable par canalisation est vraiment limité. Pour l'instant, en Indonésie, seulement une personne sur 5 a accès à de l'eau potable par canalisation. Puis, le gouvernement s'était fixé l'objectif d'atteindre au moins 30 de la population qui ait accès d'ici 2024. Donc, puisqu'ils ont manqué cet objectif-là, on s'attend à ce que ce soit un intérêt grandissant pour le prochain gouvernement de résoudre ces inégalités-là. Il y a aussi beaucoup de questions liées à la gestion des eaux usées industrielles à cause des impacts environnementaux. Donc, ça crée des opportunités pour des systèmes de distribution et de comptage et aussi des compagnies qui ont des technologies pour la gestion de la qualité de l'eau et le traitement des eaux usées industrielles. Finalement, l'équipe des technologies propres couvre aussi les technologies minières. Donc, l'Indonésie, comme je mentionnais, c'est un pays de ressources naturelles. Le secteur minier contribue énormément au PIB du pays, mais les compagnies et l'industrie minière accordent une importance grandissante à l'impact environnemental et social de leurs opérations et il y a un désir de mettre en œuvre des standards ESG plus élevés. Donc, l'industrie regarde des nouvelles technologies pour les raffineries, pour améliorer les opérations, des solutions de décarbonisation comme les énergies renouvelables qui seraient off-grid et aussi des solutions pour soutenir la transformation numérique. Finalement, c'est ma dernière slide. J'aimerais juste dresser un portrait de ce que ça prend pour réussir en Indonésie. Donc, on voit plusieurs éléments en commun des compagnies qui sont ici depuis plusieurs années. Ça se regroupe principalement dans 3 catégories. Donc, on parle d'expérience. Donc, les compagnies qui ont des exportations ou des ventes en Asie du Sud-Est particulièrement, ont plus de chances de succès en Indonésie. L'Indonésie, généralement, n'aime pas être le cobaye ou tester des nouvelles technologies. Ils vont souvent regarder des projets dans la région pour voir ce qui se fait ailleurs avant d'adopter des nouvelles solutions. Ça prend aussi de la flexibilité. Donc, ça peut être par des stratégies d'entrée qui sont flexibles, par des intégrateurs de systèmes, par des distributeurs ou des ventes directes. Ça prend aussi une capacité de cibler des clients dans plusieurs secteurs ou d'adapter ses produits à la langue ou la culture locale. Finalement, je pense qu'il est le plus important, ça prend une présence sur le marché. Puis c'est lié, comme je disais plus tôt, à le fait que la culture ici est basée sur les relations. Donc, c'est essentiel initialement de participer à des foires commerciales et à des conférences, soit dans le pays, soit dans la région, mais commencer à se familiariser avec l'écosystème en Indonésie. Ça aide aussi d'avoir un représentant commercial dans la région si on n'est pas capable d'être ici en permanence, si on n'ouvre pas un bureau ici. Puis ça démontre aussi, face aux interlocuteurs indonésiens, un engagement à long terme. Finalement, c'est essentiel d'entretenir des relations étroites avec les partenaires locaux et avec ses clients. Voilà, merci. Vous pouvez nous joindre ici nos informations sur les médias sociaux ou notre boîte de courriel. Merci beaucoup, Francis. Présentation super intéressante, très, très complexe, donc très complète. On voit donc que c'est un marché complexe
mais avec énormément d'occasions, d'opportunités d'affaires pour les entreprises du Québec et du Canada. Je vous invite aux participants évidemment à poser vos questions dans le chat et ou à lever la main. Mais je me permettrai peut-être de briser la glace avec une première question. Donc, on a vu tout le potentiel de ce marché, on a vu également sa complexité. Concrètement, comment le service des délégués commerciaux peut aider une entreprise québécoise ou canadienne à faire ses premiers pas là-bas ou en tout cas éviter certaines erreurs. Oui, donc Michel l'a un peu couvert dans ses remarques d'ouverture. Donc, le service de délégués commerciaux du Canada, c'est un réseau mondial qui a plus de 160 emplacements à travers le monde, dans nos ambassades, nos commissariats, dans nos bureaux à l'étranger. On a aussi 6 bureaux régionaux à travers le Canada, dont celui qui est situé à Montréal, pour soutenir les PME dans leur plan d'expansion internationale. Un autre avantage du service de délégués commerciaux du Canada, c'est que le service est gratuit euh, pour toutes les entreprises et les organisations. Donc, notre mandat, essentiellement, c'est d'aider les entreprises à naviguer la complexité de l'entrée sur les nouveaux marchés internationaux. Donc, on organise différentes initiatives comme celle-ci pour promouvoir les opportunités à l'international et soutenir les entreprises canadiennes. Un certain type d'initiative qu'on organise, c'est des missions commerciales. Donc, on aime amener les gens sur le terrain. On considère que c'est vraiment important, comme je le mentionnais dans ma présentation, que les compagnies viennent sur le terrain pour rencontrer d'éventuels partenaires ou clients face à face. Donc, il y a plusieurs séries de missions commerciales qu'on organise tout au long de l'année, mais on organise une mission fort, on peut dire, cette année, la mission commerciale d'Équipe Canada, qui est un engagement qu'on a pris dans la stratégie Indo-Pacifique du Canada. Puis, on s'attend à ce que la ministre du Commerce international dirige une mission d'environ 150 organisations canadiennes pour venir en Indonésie et aux Philippines au mois de décembre. Ok, super, merci beaucoup pour les précisions. Puis effectivement, en participant, n'hésitez pas à suivre ce que fait l'équipe d'affaires mondiales. Il y a beaucoup de missions commerciales chaque année, dont celle-ci en ce moment sur le marché de l'Indo-Pacifique. Peut-être, je vois pas de questions encore, mais j'en aurai une deuxième. On a parlé dans votre présentation, vous avez parlé de l'avantage qu'ont certains pays comme le Japon Mhm. ou la Corée du Sud qui ont déjà des accords de libre-échange avec l'Indonésie. Euh, on sait qu'il y a des discussions en cours entre le Canada et des pays de l'Asie du Sud-Est et également avec l'Indonésie. Où est-ce qu'on Mhm. en est? Est-ce qu'on peut espérer un accord prochain ou où en sont les négociations? Les négociateurs sont encore à la table de négociation. Pour ce qui est de l'accord de partenariat économique global avec l'Indonésie, donc on l'appelle l'APEG, Canada-Indonésie, euh, nos gouvernements donc du Canada et de l'Indonésie sont engagés à conclure les négociations d'ici la fin de l'année, donc d'ici la fin décembre 2024. Avec la transition de gouvernement en Indonésie, ça devient de plus en plus ambitieux d'atteindre ces objectifs-là, mais nos négociateurs sont encore convaincus d'être capables de trouver une entente d'ici la fin de l'année. Donc, au mois de juin, il y a eu la dernière ronde de négociation, la 8e ronde de négociation. La semaine prochaine, il y a la 9e ronde, puis jusqu'à décembre, ça va être un calendrier de négociation relativement intensif. Pour ce qui est de l'accord de libre-échange Canada-ASEAN, ils sont rendus à la 7e ronde de négociation. Ça fait depuis 2001 que cette entente-là est en cours de négociation et on anticipe une conclusion durant l'année 2025. Donc, on est optimiste que dans les prochaines années, les compagnies canadiennes puissent jouir d'un accès au marché pour l'Indonésie, mais aussi pour les autres marchés d'Asie du Sud-Est. Ok, super, merci pour ces précisions. Je vois qu'on a une question de Daniel Quirion dans le public. Donc, Daniel, je vous donne la parole à l'instant. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Nous allons démarrer une relation d'affaires avec justement l'Indonésie et notre partenaire d'affaires en plus, il est aux États-Unis. Il y a un joint venture avec le Canada et les États-Unis et qui, lui, est déjà dans le marché du coton là-bas.
qui contrôle déjà 20% du marché de toutes ces régions avec le peuple agricole là-bas. Je voulais savoir, au niveau du Canada, est-ce qu'il y a de l'aide pour des joint ventures entre deux pays, malgré que la compagnie vient de là-bas et que nous, notre compagnie est ici? J'imagine que vous parlez d'aide financière. L'affaire mondiale. Subventions et autres, là. Moi, je parle parce que le CanExport qu'on a accès, mais je parle par rapport à toi et ton équipe qui est là-bas. Est-ce que on a de l'aide directement sur le terrain pour de l'exposure du côté visuel, aller visiter les futurs distributeurs, les futurs au niveau des futurs acheteurs, autant dans les deux sens. Est-ce qu'il y a de l'aide de votre part qu'on peut avoir pour ça? Oui, en fait, c'est ça. Notre équipe peut aider avec des introductions, des visites, élaborer un programme si vous décidez de venir en Indonésie, à Jakarta ou ailleurs au pays. De l'aide financière ou des subventions. Notre programme phare, c'est le programme CanExport auquel tu as déjà fait référence. Sinon, il y a d'autres organisations comme Export Développement Canada, donc EDC, qui ont des outils financiers pour soutenir les exportateurs canadiens. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec eux. Ils ont un bureau ici en Indonésie, mais il y a aussi des bureaux partout à travers le Canada. Mais EDC n'offre pas nécessairement des subventions, on parle plus de prêts, puis d'autres types de produits financiers, là, de garanties et des trucs comme ça. Comme il n'y a rien de prédéterminé pour les Canadiens qui veulent faire du joint venture, je parle. Moi, c'est une autre facette. C'est un travail d'équipe de quelqu'un qui est déjà aux États, qui a le marché, mais qui voudrait rentrer ici au Canada avec nous, mais que ce serait comme un peu un triangle, je dirais. C'est pas juste back and forth. Ce serait vraiment un travail avec trois pays. Mhm. En fait, je vous inviterais, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec le service des délégués commerciaux auparavant, mais je vous inviterais peut-être à contacter notre bureau de Montréal, puis ils pourront regarder plus spécifiquement votre situation, puis voir s'il y a un moyen de soutenir votre joint venture. Parfait, merci. Merci beaucoup, Daniel. Effectivement, il y aura probablement une mise en relation à faire avec le bureau régional à Montréal là, qui pourra vous aider, en tout cas, à répondre à toutes vos questions dans le détail. On a plusieurs questions. Je vais en prendre encore une dernière au niveau des participants, donc avec Guillermo Moyano. Je vois également deux questions dans le chat. Celles-ci, probablement qu'on les traitera plus tard. Il y a l'équipe du bureau régional qui est là, qui vous répondra en différé pour qu'on ait le temps aussi d'écouter évidemment le témoignage de Rami Fao. Donc, Guillermo, je vous laisse la parole tout de suite. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Francis, Michel. Mon nom, c'est Guillermo, directeur économique du Bureau du Québec à Singapour et on couvre la région de l'Asie-Pacifique. Depuis 2018, le Québec a un bureau dans la région et on travaille étroitement avec l'équipe de Francis et l'équipe de Michel à Montréal. Donc, juste pour répondre en partie à la réponse de M. Quiron, je conseillerais aussi de contacter les équipes d'investissement Québec International dans la région pour évaluer les projets et voir quel type d'aide complémentaire à CanExport le Québec pourrait apporter. Pour nous, ce type de projet, on parle plutôt un projet d'implantation commerciale. Donc, c'est un projet qui a aidé la compagnie à se développer commercialement dans la région de l'ASEAN. Donc, si jamais vous pouvez aussi mettre votre courriel, Monsieur Quirion, sur le chat et je peux vous écrire un petit courriel pour m'introduire et relancer les échanges. Merci beaucoup et bravo pour la présentation à vous tous. Merci Guillermo pour l'ajout. Puis effectivement, pour tous les intervenants, n'hésitez pas à mettre vos adresses courriel dans le chat. Les équipes d'affaires mondiales vous contacteront aussi pour des précisions. Puis il y a également Guillermo Moyano. Donc, on remercie de votre participation là, qui peut vous apporter du soutien sur ces marchés-là. On va tenter un pari risqué, Francis, c'est de répondre aux deux autres questions dans le chat, mais de manière très très courte avant de passer à l'échange avec Rami.
Donc, on a une question de Mathieu Lavigne sur les produits agroalimentaires. Est-ce qu'on recherche plutôt en Indonésie des gros volumes ou c'est plutôt des produits très spécialisés ou certifiés bio? Et la deuxième question qui nous vient de Marjorie Lopez, dans le secteur des cosmétiques et soins personnels, est-ce que les consommateurs sont sensibles aux produits d'origine naturelle ou respectueux de l'environnement? Donc, Francis, en 15 secondes, 20 secondes chacune, s'il vous plaît. Oui, donc pour la première, je te dirais, il y a des opportunités pour les deux. Donc, autant du gros volume, tu sais, avec les plus grandes chaînes, avec les chaînes d'hôtellerie, de restauration, il y a du potentiel. Euh, je dirais principalement pour les produits de la mer, peut-être en gros volume. Tandis que pour les produits spécialisés bio également aussi, mais dans des plus petites chaînes spécialisées. Dans le fond, ce qui m'amène un peu à la prochaine question, il commence à avoir une demande croissance pour des produits haut de gamme. Donc, il y a une classe de la population qui s'intéresse à l'origine des produits naturels, à l'impact sur l'environnement de leur consommation. Euh, Ceci étant dit, je suis pas mal certain que les produits cosmétiques doivent avoir la certification halal aussi. Je pourrais vérifier, mais je suis pas mal certain que les certifications halal s'appliquent également à tous les produits cosmétiques, ce qui fait que c'est très difficile pour des produits nord-américains là, d'entrer dans le marché. Parfait, merci beaucoup pour cette précision. Puis Marjorie, bah, par rapport à la certification halal, peut-être rentrer en contact avec le bureau régional, puis vous pourrez peut-être aller plus loin sur les exigences pour entrer sur ce marché. Francis, merci infiniment. Encore une fois, c'était une excellente présentation très complète pour dresser un portrait du marché indonésien. Maintenant, on va accueillir Rami Faour, donc vice-président développement des affaires chez Progesys, donc qui est une entreprise qui a une belle expérience en Indonésie, entre autres, et plein d'autres marchés à l'international. Mais donc, Rami, bah, je vous laisserai peut-être vous présenter, puis aussi présenter Progesys pour les personnes qui peut-être ne connaissent pas cette entreprise. Merci Florent. Bonjour tout le monde. Merci à la FCCQ pour l'opportunité. Puis j'espère que les choses que je vais dire vont inciter les compagnies québécoises à aller vers l'Indonésie, un pays magnifique. Le pays lui-même est le peuple, en fait. Fait que, euh, mon nom est Rani Fao, je suis VP développement des affaires pour Projet 6. On est une firme de gestion de projet. Euh, on gère des projets capitaux dans le domaine industriel et infrastructure. La compagnie est basée à Laval, le bureau chef. On a 7 bureaux qui sont un peu distribués de façon stratégique mondialement là, pour supporter les clients et les projets qui sont là. Les secteurs où on travaille, c'est les mines et métaux, le pétrochimique, l'aluminium et tout ce qui est infrastructure, le transport et autres. Alors, c'est un peu ça. Ce qu'on fait, c'est de la gestion de projet complète, c'est-à-dire on va aider les clients très tôt dans leur projet, quand ils sont au niveau de bâtir leur concept et tout ça. On va les accompagner tout au long de la gestion de projet, gestion de la construction, jusqu'à la transition à l'opération. Et on a une très grande expertise dans ça. Fait que c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ok, bah, c'est super, merci beaucoup pour les précisions là, qui nous permettent de mieux comprendre ce que fait Projet 6. La deuxième question pour moi serait peut-être pourquoi l'Indonésie? On a vu donc encore une fois qu'il y a une certaine complexité avec ce marché, beaucoup d'opportunités, mais ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas le marché le plus simple à aborder pour une entreprise québécoise. Vous, à Projet 6, qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'Indonésie plutôt qu'un autre marché de la région, par exemple? Euh, Je vais peut-être revenir un peu en arrière. L'exportation chez nous, elle a commencé très tôt dans l'histoire de l'entreprise, euh, mais c'était plus les clients qui nous ont amenés avec eux. Alors, il y a eu beaucoup, on a commencé beaucoup dans l'aluminium, on a travaillé beaucoup avec l'Alcan, on a fait des projets Jamaïque, Iceland, tout ça. Puis, euh, en 2012, en fait, en 2010 et 2012, on a fait des projets pour euh, la compagnie brésilienne Vale, qui sont dans euh, le minerai de fer et dans le nickel, en fait, qui ont acheté la compagnie Inco, la compagnie canadienne Inco. Et à peu près en 2012, on a fait des projets avec eux au Moyen-Orient.
et ils nous ont amenés en Malaisie pour faire un projet qui est important avec eux. C'était un projet de 1,5 milliard en Malaisie. Par la suite, on était leur groupe de gestion de projet pour la région, pour l'Asie du Sud-Est et Mozambique et tout ça. Mais très rapidement, je te dirais, on a vu le potentiel du pays. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on a parlé pas mal. Euh, la population, euh, le potentiel, surtout dans ce qu'on travaille, c'est un potentiel énorme. Je pense que le besoin en termes d'infrastructure, d'industrie pour le pays, ça va être exponentiel, surtout que la capacité des gens augmente, la capacité du pays augmente et tout ça. Alors, on a vu quelque chose d'important là, mais ça nous a pris du temps. Je j'ai été dans des missions en 2014-2015. Il y a eu beaucoup de travail pour y arriver, mais c'est certain qu'on a vu dans la région et surtout l'Indonésie une place qui est extrêmement importante à s'y établir. Ok, merci. Puis donc beaucoup d'opportunités, beaucoup de potentiel que vous avez décelé là à travers les missions que vous avez pu faire. Est-ce que vous avez vécu, subi des obstacles dans tout ce long processus pour arriver à développer, à faire des affaires en Indonésie? Euh, oui, c'est certain. C'est certain qu'il y a des obstacles. Je pense les choses qu'on pense au début, c'est le fuseau horaire. Ça, c'est très important. Et la distance. Il faut penser que c'est des choses qui sont... il y a d'autres choses aussi, la culture, il faut s'adapter et tout ça. Je pense qu'on fait affaire en Amérique du Nord ou en Europe, c'est très différent. Fait qu'il faut s'adapter à tout ça. Mais je pense, quand on pense à l'Indonésie ou à la région là-bas, il faut penser euh, au temps qu'on veut mettre là-dessus. Il va falloir faire des appels la nuit, le matin très tôt. Il faut s'adapter à tout ça. Fait qu'il y a des obstacles. Euh, le plus grand obstacle, c'est vraiment l'engagement. Je pense, des fois, on va penser que ça va aller très vite, puis on va avoir des contrats où on va réussir à percer le marché. Je pense il faut avoir il faut penser un peu différemment. Oui, effectivement, c'est un marché qui nécessite un engagement important de la haute direction, là, je pense, et du temps surtout là, pour se donner une chance de réussir. Est-ce que Francis mentionnait dans sa présentation le besoin d'avoir éventuellement des partenaires locaux? Est-ce que vous avez développé un réseau de partenaires à travers le temps qui vous permettent, ben, la question du fuseau horaire, là, de couvrir en tout cas une partie des besoins que vous pouvez avoir? Oui, oui, absolument. Je pense, une recommandation, puis ça, c'est suite à ce qu'on a vécu, puis l'expérience. Il faut faire un bon plan. Puis ça, il faut prendre le temps de le faire. Puis pour le faire, il faut aller visiter le pays. Il faut faire des visites, rencontrer des gens. Euh, on a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de support euh, de l'équipe à Francis. Il y a Mélanie que Francis elle nous a supporté de façon énorme depuis 2014-15. Alors, il faut vraiment passer du temps dans le pays et quelque chose qui est important, c'est d'aller à la rencontre des gens. Il faut penser différemment parce qu'en Indonésie, quand on veut faire des affaires, disons, en Europe ou euh, dans d'autres marchés, on s'attend que on va pouvoir y arriver, puis on va rencontrer les gens. S'il y a une bonne entente, bon, il peut y avoir un contrat où on est habitué à ça. Si ça prend du temps en Indonésie, il faut que les gens sachent que vous êtes consistant, il y a un engagement, vous allez les revoir souvent. Si vous n'avez pas le contrat la première fois, deuxième fois, troisième fois, il faut juste garder le contact. Les gens, ils aiment le contact. Une chose qui est très importante, le temps, c'est pas la même perception du temps. Nous, on est peut-être un peu trop stressé pour les gens là-bas. Euh, il faut être moins stressé. Euh, moi, je trouve que les gens sont, l'humeur, elle est incroyable.
Pourtant, les conditions des gens, elle est pas évidente toujours, mais les gens sont de bonne humeur, ils aiment la vie et tout ça. Puis il faut avoir une perception qui est un peu dans ce sens-là. Il faut bien se préparer, dire, OK, on va s'engager dans le pays, on va aller euh, faire, on va mettre un effort. Fait qu'il faut planifier tout ça assez tôt et choisir le bon partenaire selon le type de travail qu'on a. Parfait. Bah, justement, ça m'amène à une question. Vous avez mentionné l'aide de l'équipe de Francis. On a abordé un petit peu comment le service des délégués commerciaux. Est-ce que vous pouvez nous dire plus dans le détail comment ils vous ont accompagné, comment ils vous ont aidé à réussir sur ce marché? Oui, principalement, l'aide, elle est sous beaucoup de formes. Au début, euh, on a été dans des missions. L'équipe de Francis nous ont aidés à rencontrer des partenaires potentiels dans le pays. Il y a beaucoup de support aussi en termes de connaître les lois, nous présenter à des firmes, que ce soit des firmes d'avocats. Il y a beaucoup de présentations qui vont nous expliquer les difficultés et les choses qui sont plus simples dans le pays. Des fois, un des obstacles, c'est la législation. Des fois, elle n'est pas toujours claire. Fait avoir quelqu'un qui nous supporte là-dedans, c'est très important. Euh, rencontrer des gens. Et par la suite, je pense, une fois que on a un engagement, il y a un très grand support aussi de l'équipe là-bas à nous présenter à des clients potentiels. Fait que il peut y avoir des gens qui sont à la recherche de solutions qui fit dans notre domaine. Il y a souvent des missions, il y a des salons qui sont faits en Indonésie auxquels on participe. Il y a une aide qui est vraiment importante de l'équipe à Francis là-dedans. C'est une très bonne aide. Il y a Investissement Québec aussi. J'ai entendu Guillermo qui tantôt. Fait que c'est un bon support. Il faut utiliser tout le réseau. Je vous dirais une chose que l'équipe d'Affaires mondiales Canada nous ont présenté à des expatriés canadiens qui sont là-bas depuis longtemps. Ça, je trouvais ça magnifique parce que c'est des gens qui ont resté dans le pays 30 ans et plus et qui connaissent le pays très, très bien, qui peuvent nous donner des recommandations réelles sur le terrain. Fait que c'est des choses, là, c'est des relations, tout est relationnel en Indonésie, mais c'est très important pour nous. Nous, on a parti un bureau à Jakarta il y a 2 ans. Ça a pris du temps pour y arriver, mais on a fait ça. Puis maintenant, il y a 3 projets très importants dans le pays qu'on a. Fait que si tu m'aurais demandé peut-être il y a 4, 5 ans, je t'aurais dit c'est un grand effort. C'est pour ça que je dis ça prend du temps pour y arriver. Merci encore pour ces précisions. Puis, vous avez mentionné le besoin de se déplacer en Indonésie, souvent de bâtir des relations. Juste pour Mhm. nous donner un ordre d'idée très pratico-pratique, combien de fois vous allez en Indonésie ou des gens de votre équipe basés au Québec en Indonésie par année? Euh, Là, je sais pas, peut-être Francis, il va dire c'est pas vrai, là. Euh, mais je vais quand même au moins 2 fois par année, au moins, mais il y a d'autres personnes. Une chose qui est importante, Francis l'a mentionné, il faut être présent local. Alors, nous, très tôt, on a décidé d'être local, fait qu'on a mis quelqu'un dans le pays. OK? Puis ça, il faut y penser, il faut avoir un représentant là ou un employé. Nous, on avait un employé qui était basé dans le pays. Puis, il faut, ouais, il faut y aller souvent. Moi, je vais y aller, d'autres personnes qui vont aller aussi. Une chose qu'on a fait chez Progressiste depuis longtemps, c'est qu'on a l'aspect global, puis le côté local est très important. Puis on comprend ces deux réalités. Surtout l'Indonésie, c'est un pays où les gens veulent savoir qu'il y a un engagement dans le pays. Ils veulent pas vraiment seulement travailler avec quelqu'un qui est à l'extérieur, puis qui vont voir sur Teams. Les gens ça fonctionne par WhatsApp, et il n'y a pas beaucoup de emails, là. Les gens, ça fonctionne par WhatsApp. Les gens, ils vont te dire, qu'est-ce que tu fais tantôt? On se voit pour un café, tout ça. Il faut être présent
comme il faut être à Jakarta ou proche. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour réussir. Merci beaucoup. Puis peut-être une dernière question, puis à nouveau, j'encourage les participants à poser leurs questions dans le chat ou lever la main. Mais on mentionnait dans la présentation de Francis, notamment le Canada, qui est peut-être moins connu que d'autres pays plus proches de la région qui sont investis depuis beaucoup plus longtemps dans le pays. C'est quoi la perception des Indonésiens sur les produits et les services du Canada, voire même si on peut aller plus dans le détail, du Québec? Est-ce qu'ils connaissent un petit peu? Est-ce qu'il y a dites-nous un peu plus sur comment ils perçoivent tout ça. Je pense que oui, ils ont une bonne perception du Québec, très bonne, je vous dirais même. Euh, Puis quand on parle des différents pays, nous, on a une histoire qui est plus, je veux dire, euh, plus pacifiste, disons, là, je vais le dire comme ça. On n'a pas une historique euh, qui est colonisateur ou quoi que ce soit. Là, Fait que, on est bien vu. OK? On est très bien vu. Une chose qui est importante aussi, c'est que il faut avoir une approche très humble quand on va en Indonésie. Il ne faut pas arriver, puis on est comme ça au Québec, au Canada en général, il ne faut pas arriver avec la mentalité qu'on veut vous montrer comment ça marche et il faut plus dire on est là, il faut être très ouvert d'esprit là. Quand je dis très ouvert d'esprit, vraiment très ouvert d'esprit, on ne peut pas arriver puis imposer notre modèle d'affaires. Les gens, ils regardent ça de façon très différente, là. Fait que, mais on est très bien perçu euh, si on s'intéresse aux gens, surtout, puis on est humble dans notre approche, ouvert d'esprit, les opportunités sont grandes. Excellent, merci beaucoup. Ben, on arrive déjà au bout de notre webinaire. C'était super, extrêmement intéressant, Rami, votre présentation. Moi, je retiens deux choses, évidemment. Ben, c'est l'Indonésie. C'est possible, mais il faut être résolument engagé pour y aller, puis surtout bâtir des relations là-bas. Puis tout est lié à ça, en fait, la capacité de votre entreprise à consacrer du temps, puis à s'adapter aux us et coutumes locales là, pour réussir à bâtir des liens forts. Bah, je voulais remercier également Francis pour présent donc directement à Jakarta, puis qui travaille avec son équipe pour aider les entreprises canadiennes. Merci également à Michel Lamar et son équipe du bureau régional. On avait Anna et Maxime qui nous ont beaucoup aidés tout au long du processus pour cet événement. Je tiens à vous dire qu'il va y avoir trois autres épisodes sur d'autres marchés. On aura la Corée du Sud, normalement entre novembre et décembre. On aura également les Philippines avec déjà une date le 23 janvier 2025 et également le Vietnam le 12 février 2025. Toutes ces dates vont vous être envoyées dans le courriel de remerciement après ce webinaire. Il y aura également un sondage de satisfaction que je vous invite à remplir. Ça nous aide à nous améliorer puis à mieux répondre à vos besoins. Michel, peut-être si tu veux dire un dernier petit mot. Moi, je vous remercie à nouveau d'avoir été présent. Je vous souhaite une excellente journée. Oui, un dernier commentaire rapidement. Je remercierai tout le monde de leur participation. Rami pour le témoignage, Francis. Aussi Guillermo qui s'est joint à nous de Investissement Québec International pour simplifier la suite des choses pour tout le monde. Vous pouvez envoyer vos demandes, on fera un suivi. Évidemment, comme on a déjà mentionné, on travaille en réseau, donc tant au niveau fédéral que provincial. Donc, on va travailler avec nos collègues pour redistribuer les demandes à la bonne personne pour répondre le plus efficacement à vos besoins. Merci beaucoup. Bonne journée, merci encore. Bonne journée, merci. Merci. Bien sûr.